Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, épisode de juillet, bienvenue à tous, c'est Olivier Audou. On va terminer cette saison 4 avec une revue de l'actu radio du mois dernier et notamment l'annonce totalement inattendue par Lagardère du retour d'Europe 2 en janvier 2023. On en parle dans notre première partie Actu Débat avec Julien Vigier. On fera un petit tour des derniers rachats et rumeurs de rachats dans le milieu des radios locales et régionales, mais aussi chez les associatives. Sans parler de rachats, on observe de plus en plus de passages de radios associatives dans la catégorie commerciale. On s'interrogera pourquoi et comment, et quels sont les garde-fous de l'Arcom pour éviter une chasse aux fréquences. Également dans les news, Sybille Veil, la présidente de Radio France, s'est prononcée contre la fusion avec France Télévisions. On reviendra sur les enjeux de cette prise de position. On accueillera aussi Rémi Bertolon qui reviendra sur le phénomène Kate Bush suite au buzz créé par une série Netflix. Quelques nouvelles du Mercato avec Mathieu Noël notamment qui passe chez France Inter, les rumeurs persistantes de l'arrêt des grandes ondes chez RTL et la création d'une association de promotion du DAB+ en France. Dans la deuxième partie interview, je recevrai Anthony Gouraud, le créateur et animateur historique de ce podcast. Anthony est allé pour nous au dernier Paris Radio Show en juin à Paris et il nous fera un petit bilan de quelques sujets majeurs couverts pendant le salon, notamment autour des podcasts, leur stratégie de production audio, leur diffusion audio et leur habillage. Anthony nous parlera aussi des NFT dans l'univers de la propriété intellectuelle dans l'univers du numérique. Des sujets encore peu connus chez les pros de la radio, mais en plein développement. Des ondes Vocast, épisode de juillet, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Alors tu diriges la société VO2X et comme chaque mois, on va faire un petit tour de l'actu radio du mois dernier. Alors tout d'abord, le scoop, Lagardère qui annonce le retour d'Europe 2 au 1er janvier 2023. Ouais, alors franchement, personne s'attendait à cette nouvelle, mais en même temps, comme dirait notre très cher président, avec Lagardère, on peut s'attendre à tout. Moi, pour être honnête, je le voyais un peu venir. On sait que Bolloré n'aime pas gaspiller l'argent, la licence de marque de Virgin coûtait 3% du chiffre d'affaires de la radio, qu'elle gagne de l'argent ou qu'elle en perde, comme elle en perdait beaucoup et que ses audiences étaient au plus bas, quelque part, c'est que de toute façon, cette marque internationale n'apportait rien au produit. Si le produit est bon, il aurait fait de l'audience, quelle que soit la marque. Voilà, ça c'est ma théorie. Ouais, c'est pas faux Olivier, d'ailleurs, bon, s'il change la marque, mais qu'il ne change rien au programme, ça risque de ne pas changer grand-chose, justement. À part en effet économiser ces fameux 3% de chiffre d'affaires. C'est la licence de marque de Virgin, donc ça c'est sûr que c'est intéressant, ça compte. On en a déjà parlé le mois dernier, le nouveau morning arrive en septembre. Voilà, on imagine qu'ils ne le changeront pas en janvier lors du changement de marque, donc ce sera le nouveau morning sur la nouvelle marque. Peut-être par contre que la programmation musicale sera revue pour coller davantage à l'héritage d'Europe 2, ce qui voudrait dire peut-être plus de gold. Mais cela nécessiterait peut-être d'ajuster leur convention avec l'Arcom, et les concurrents montreront peut-être les dents, comme lors du passage inverse d'Europe 2 à Virgin. Bon, à voir. Julien, tu penses que c'est une bonne chose, ce retour en arrière en termes de branding ? Ouais, c'est pas facile parce que d'un côté, t'as Europe 2 qui est une marque très forte et revenir à quelque chose de connu, à mon sens, c'est quand même mieux que de se risquer à une marque totalement nouvelle. On se souvient par exemple de l'exemple Ado qui est devenu Swig, et c'est pas forcément un succès au niveau audience. Même si je tiens à dire que Swig, c'est plutôt agréable à écouter en ce moment, bravo à eux, voilà, parenthèse refermée. De l'autre côté, à mon avis, les programmes vont devoir être à la hauteur, justement, du retour à cet héritage. Ça arrive dans le même temps que Lagardère, en plus, ferme ses locales. Europe 2, c'était l'emblème des programmes locaux par excellence. Donc bon, c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts, le paysage radio n'est plus franchement le même, mais tu vois, d'un côté, t'as quand même Énergie qui reste une marque qui n'a pas changé, Énergie qui a rien changé sur le local. Alors si Europe 2 redevient Europe 2, sans local, c'est compliqué. Bien, à voir dans les prochains mois si ils changent seulement l'étiquette ou s'ils font un travail de fond sur l'identité de la marque et de ses programmes. Et d'ailleurs, on s'écoute un petit extrait de ce qu'était Europe 2 il y a une vingtaine d'années.
l'actualité du mois dernier, et juste après les résultats désastreux des législatives pour le président, Sybille Veil se prononce dans le Figaro contre la fusion de Radio France avec France Télévisions. Oui, le timing est intéressant. On a souvent dit qu'Emmanuel Macron avait encouragé la candidature de Sybille Veil pour remplacer à l'époque Mathieu Gallet. Et c'est cette dernière finalement qui s'oppose à un projet de sa majorité juste après une défaite électorale. Ça pique un peu. Bon, dans le fond, elle n'a pas totalement tort en fait, malgré ce qu'on pense. Elle explique très bien dans cette interview les enjeux des univers de l'audio et de l'image sont assez distincts quand même, faut le dire. Aussi sur la manière de produire les contenus que la compétition avec les géants du numérique, et finalement les synergies sont minimes, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, cela engendrerait des coûts énormes pour aligner les régimes salariaux des différents groupes, enfin des deux groupes du coup, télé et radio. Faudrait forcément prendre le meilleur des deux à chaque fois, sous peine de passer en grève illimitée. Et au final, Sybille Veil met un peu le renouvellement de son mandat dans la balance pour 2023. En gros, elle préfère faire autre chose si l'année prochaine, la fusion est décidée. Ce qui est intéressant, ce sera de voir la réaction du pouvoir, puisque le président Macron doit désormais gérer une majorité plurielle, donc la notion de compromis prendra de l'importance sur chaque décision. Ce sera la même chose pour la suppression de la redevance, dont les dirigeants de l'audiovisuel ne sont pas franchement pour. Et pourtant, le gouvernement ira sans doute dans sa direction pour le volet pouvoir d'achat des Français. Oui, ça c'est très possible, Olivier. Alors dans l'actualité, des rumeurs de rachat de radio, on adore ça. C'est un peu notre presse people à nous. Alors, dans le milieu des radios locales et régionales, on a entendu pas mal de rumeurs bruisser, notamment au Paris Radio Show. Oui, Julien, les rachats de radio s'étaient calmés depuis 2 ans à cause du Covid, mais aussi du déploiement du DAB+, qui forcément a amené une nouvelle offre et a réduit l'intérêt pour les radios en FM, qui étaient avant de facto les dernières ressources à saisir dans un marché saturé. Et le premier à avoir ouvert son jeu pendant le salon, c'est Nicolas Pavageau de Rossel Radio, qui a annoncé avoir repris Direct FM, mais aussi une radio de la région de Bordeaux. On a tout de suite pensé à Gold FM. Et peut-être bien que selon mes informations, Gold FM a été racheté par une autre radio régionale, c'est ce qu'on dit, mais pas par Russell. Donc comme c'est pas officiel, on ne citera pas le groupe qui est en train de racheter ça, mais bon, apparemment c'est en cours. Et puis RBA serait aussi en cours de rachat. Intéressant. Donc Media Meeting vendrait certaines radios de son pôle FM, voire toutes, qui sait. La rumeur courait depuis un certain temps, donc à suivre. L'autre nouvelle qui est passée de manière relativement inaperçue et toujours dans le sud-ouest, c'est le passage de Pyrénées FM dans la catégorie B. C'était une catégorie A, c'est une associative et elle passe en B. Effectivement, Julien, on en a parlé en préparant ce podcast et ça s'est fait assez naturellement. Pyrénées FM a attendu un appel à candidature général quand ses fréquences sont arrivées à expiration et elle a repostulé en catégorie B. C'est, disons, la façon propre de demander au CSA de passer dans une catégorie commerciale, car c'est non agressif. La radio a eu 15 ans d'autorisation pour faire ses preuves, et à moins que le bureau de l'association ait changé juste avant l'appel, l'ARCOM a tendance à réattribuer la plupart des fréquences dans la catégorie B si la radio a montré qu'elle avait un business model pour ne vivre désormais que de la pub. Ouais, ça a marché pour pas mal d'entre elles dans le passé. Il y a eu le cas de Hot Radio à Grenoble et précédemment Beldon FM. Ce qui est plus risqué, c'est lorsque des A rendent leur fréquence hors appel général, puisqu'elles n'ont pas eu la patience d'attendre ces appels, et cela peut être le signe d'une reprise en main d'une association par une radio commerciale, par un groupe commercial, ou simplement par des intérêts privés, alors que la radio a vécu jusque-là du FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors l'exemple le plus récent, ça a été RTU à Lyon, qui a rendu sa fréquence, et le CSA à l'époque l'a réautorisé en C, mais pour diffuser Nova. Sacré coup, à l'époque, ça avait fait pas mal parler, pas mal de polémiques autour de ce changement de catégorie. C'était un précédent. Surtout pour un passage en catégorie C, même Nova Sauvagine à Bordeaux avait attendu sa fin d'autorisation en fait pour demander à être réautorisé en C. Alors on connaît les risques. Une chasse aux radios de catégorie A pour les reprendre en sous-main avant de demander de les faire basculer en B ou en C, comme dans les années 90, lorsque Rire et Chanson chassait notamment les B et les basculait en C du coup. Mais cette fois-ci, c'est la digue des radios de catégorie
A qui est en train de céder. Bon, c'est sûr que ça fait parler, ça fait causer, comme on dit. Et le Certi, je peux te le dire, est aux aguets. Oui, d'autant que certaines B qui essayent de se rapprocher de A se sont fait éconduire dans le passé, comme par exemple Pic FM à Tarbes qui a perdu sa fréquence au lieu de basculer en 100% souvenir. Oui, en ce moment, on a un autre cas comme ça, c'est Oxygène. En Seine-et-Marne, c'est ça. Raconte-nous un petit peu. Oui, et à la manière abrupte, remise des fréquences en A à l'Arcom dans l'espoir de se faire réattribuer en B. La radio ne s'est pas faite racheter par un groupe extérieur, mais ses concurrents lui reprochaient depuis longtemps de fonctionner comme une B tout en touchant le FSER. On verra si l'Arcom décide de satisfaire cette demande de changement de catégorie. Mais cela voudrait dire que certaines zones se retrouveraient sans aucune radio de catégorie A. D'autre part, des projets concurrents sur les mêmes zones pourraient mieux satisfaire les critères de sélection décrits par la loi, puisque c'est une remise en jeu totale des fréquences. Enfin, si la plupart des fréquences étaient réattribuées au même opérateur, mais en commercial, on pourrait encore une fois imaginer une forme de jurisprudence et le début d'une chasse aux fréquences A en France, ce qui créerait de gros soucis pour l'Arcom à l'avenir. Ouais, c'est un peu inquiétant peut-être. On a le paysage radio le plus diversifié du monde et pour une raison, c'est principalement grâce aux fameuses radios de catégorie A. Donc voilà, si elles tombent toutes et deviennent des catégories B, elles vont disparaître. Donc affaire vraiment à suivre, Olivier, sachant qu'on a aussi une autre actualité dont il faut qu'on parle maintenant, c'est la création de cette association Ensemble pour le DAB+. Ça donne envie. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça a été annoncé aussi au Paris Radio Show et en gros, c'est une association avec tous les acteurs de la chaîne du DAB+ en France qui se fédèrent pour la promotion de cette nouvelle bande de fréquences. C'est le bon moment de le faire alors qu'on a atteint les 50% de diffusion sur le territoire et qu'il faut centraliser toutes les initiatives autour du DAB, notamment sa communication. Il y a ce genre de bureau dans tous les pays où le DAB est implanté. C'est un peu sur le même principe que Radio Player, avec tous les acteurs qui s'unissent ensemble. Et apparemment, le bureau aura des fonds de l'État pour le financer. Allez, le mercato commence. Ouais, c'est le moment. Ça va donner quoi ? À mon avis, pas grand-chose. On a appris que Marc Fauvel avait failli être débauché de France Info, mais qu'il finalement a décidé de rester en place. On a entendu que Mathieu Noël passe d'Europe 1 à France Inter, mais sinon, on devrait rester assez stable au niveau des grilles des généralistes. Ouais, enfin quand même, Mathieu Noël qui passe sur France Inter, à titre personnel, par exemple, moi ça m'excite beaucoup. Il était au placard un peu sur Europe 1, je le préfère sur Inter. Enfin, Olivier, tu as noté des informations sur l'arrêt possible des grandes ondes à RTL. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'interroger RTL à ce sujet. On fera peut-être ça pour la rentrée, mais visiblement RTL a réduit la puissance de son émetteur grandes ondes, peut-être pour préparer sa future extinction. Cela serait assez logique dans le contexte du déploiement du DAB+ métropolitain, même si cela fera dans l'immédiat des trous dans certaines zones rurales. À suivre. Et toujours dans l'actu, un fait marquant côté programmation musicale, la diffusion d'un titre de Kate Bush en pleine journée. Et on accueille Rémi Bertolon du Voice Track Rémi et Jam pour en parler. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. C'est pas si souvent qu'un titre des années 80 entre en playlist sur Énergie. Eh oui, et je pense même que c'est un fait marquant à côté prog pour cette fin de saison. Comme on dit du côté de la Panthère, tous les hits démarrent sur Énergie, même s'ils datent de l'été 1985. Alors si vous êtes passé complètement à côté, c'est le tube Running Up That Hill qui a été utilisé par Netflix pour sa nouvelle saison de la série Stranger Things. Et alors moi qui suis pas forcément fan de cette série, j'ai regardé l'épisode concerné et effectivement, le tube de Kate Bush a été utilisé. Alors c'est plus qu'une BO, c'est vraiment un titre qui est inclus dans le scénario. La chanson, c'est la chanson préférée du personnage, qui la sauve d'ailleurs, bah ouais. Et voilà, donc c'est pas uniquement le titre qui est utilisé en fin d'épisode, en générique, c'est bien plus que ça, et je pense que ça a aussi marqué les plus jeunes qui ont regardé cette série sur Netflix. C'est donc une vraie curiosité ce titre en rotation sur Énergie. Et c'est plutôt bien senti, Énergie qui a pas du tout tardé
a joué le morceau dans sa version originale, pour commencer, le vrai titre de 1985, et puis ensuite une version un peu plus travaillée, et ils ont pris de court même pas mal de radios. Le titre s'est ensuite positionné dans les classements iTunes, Spotify, ça a bien marché aussi sur le réseau social TikTok. Et puis quand on fait un comparatif, c'est rigolo de voir que le titre de Kate Bush en 1985 s'est classé 24e, et là en 2022 il est 3e, même si le volume de vente est plus réduit, c'est quand même intéressant à voir. De l'audace dans la programmation rue Boileau. Voilà une bonne chose. Une deuxième chose à surveiller également sur Netflix. Oui, je pense que le monde de la radio doit pas passer à côté de ce qui s'est passé sur Netflix. Alors si vous n'êtes pas fan de hip-hop ou vous ne jouez pas de rap sur vos radios, il faut quand même regarder Nouvelle École. Ce nouveau programme sur Netflix, c'est un radio crochet à la Nouvelle Star, version hip-hop, c'est très bien produit et il se passe complètement des radios pour ce genre de programme de TV réalité, c'est bien dommage. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le S en personne, l'un des artistes dans le jury, demande aux finalistes, aux candidats de produire un son streamable. Donc, terminer les tubes, les hits, les gros morceaux à passer en radio, là, on fait rêver avec du streamable et on voit bien l'adéquation très simple. Netflix et ensuite, c'est Spotify ou Amazon Music ou Deezer. Mais entre les deux, il n'y a pas de radio. Merci Rémi. Bisous Olivier, merci à tous. Et Olivier, sous les trompettes et les applaudissements, tu vas à présent recevoir notre créateur, le maître de ce podcast, Anthony Gouraud. Oui, Anthony va nous parler du Paris Radio Show. Il était sur place et il nous fait un bilan des débats sur quelques sujets clés autour des podcasts et des NFT. Merci Julien et rendez-vous le mois prochain. Allez, ça marche. À plus Olivier. Des ondes Vocast, l'invité. Cette année, le salon de la radio évolue et se nomme désormais Paris Radio Show, habituellement organisé fin janvier à la Villette. Cette édition post-crise sanitaire a eu lieu à la Scène Musicale à Paris les 2 et 3 juin 2002. C'est le nouveau lieu pour les années à venir. Ce premier événement, c'était un pop-up Paris Radio Show, c'est-à-dire en taille réduite, mais dès l'année prochaine, a priori, l'événement revient dans sa forme entière, avec notamment beaucoup d'exposants internationaux. Et on accueille pour en parler Anthony Gouraud, qui est le créateur et ancien animateur de ce podcast. Anthony, tu y étais au Paris Radio Show et tu nous as préparé un petit édito sur ce qu'on a pu apprendre là-bas. Oui, ravi de revenir au micro un an après la passation. Je vois Olivier qui a toujours ce rendez-vous mensuel pour les passionnés de radio. Bravo à toi d'avoir assuré la suite. Et puis bien, un salut à tous nos auditeurs et auditrices. Et merci à vous d'être restés fidèles à l'émission. Alors pour revenir au salon Paris Radio Show, oui, quel plaisir de retrouver les professionnels du secteur. Pendant 2 jours, il était possible de rencontrer divers exposants venus présenter leurs solutions d'automatisation radio, de diffusion hertzienne, d'hébergement de podcasts, entre autres. C'était également l'occasion de célébrer la fête de la radio organisée aux mêmes dates. De nombreuses tables rondes étaient organisées selon les thématiques. Certains retours d'expérience et expertise des intervenants sont particulièrement intéressants. Oui, j'aime bien faire le tour des exposants, mais c'est vrai que les sessions proposées sont aussi l'occasion d'apprendre ou d'être imprégné de points de vue différents. Et naturellement, je n'ai pas pu tout suivre, mais j'ai pour vous quelques retours à vous faire. Pour éviter d'être trop long, tu vas nous parler de 3 grands sujets: podcast, stratégie de production et diffusion audio, puis finalement habillage. Et aussi, tu nous parleras de NFT, une session que tu as animée au salon. Commençons avec cette question: programmer des podcasts en radio, non-sens ou opportunité ? Oui, la réponse n'est pas si évidente. Les radios utilisent principalement les podcasts comme moyen de réécoute des émissions diffusées à l'antenne. Historiquement, la radio présente une culture de flux. Il faut alimenter en continu l'émetteur pour assurer l'écoute en direct à tout instant. Mais petit à petit, une culture de stock s'est installée, comme le témoignait Camille Renard de France Culture. Les émissions sont produites pour être diffusées sous plusieurs formes sans forcément prendre en compte les contraintes antennes, les spécificités du linéaire. Pour l'anecdote, il existe au Royaume-Uni une station nommée Podcast Radio qui présente la particularité de ne diffuser que des épisodes puisés depuis un catalogue de podcasts. On note que beaucoup trop de programmes sont produits comparés au temps d'écoute disponible accordé par l'audience, beaucoup d'efforts sous-rentabilisés, donc
Pourquoi en fait produire plus d'une dizaine d'heures de programmes inédits au cours d'une journée quand on sait que l'auditeur, l'auditrice n'écoutera la radio en moyenne qu'une à 3 heures par jour finalement? Ce qu'on peut retenir, c'est que la radio live reste quand même toujours le principal vecteur d'audience. Ah ça oui, à France Culture, ils se sont rendus compte pour une émission initialement prévue en diffusion uniquement à la demande que la mise en onde d'un épisode a créé un véritable boost sur les écoutes en podcast. Frédéric Gérand de la RTBF a avancé à juste titre que la radio en FM a l'avantage de présenter à une audience installée de nouveaux contenus, tandis qu'un effort marketing conséquent est nécessaire pour émerger sur les plateformes de podcasting. Diffuser en hertzien permet de profiter d'un ratio visibilité-portée très intéressant, parce qu'en hertzien, en fait, le nombre de fréquences est limité, tandis que sur le web, l'espace est sans fin. Et notons qu'il y a plus de monde à l'écoute en FM qu'ailleurs. Alors qu'il est nécessaire de programmer l'écoute d'un épisode, un flux, lui, a l'avantage d'être plus ergonomique lors d'une écoute passive, en conduisant, pendant le ménage, etc. Tu as suivi aussi les sessions sur les stratégies de diffusion multiplateforme. Alors oui, ça c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'approche d'Énergie en matière de podcast. C'était très intéressant parce qu'on a pu comprendre que le groupe Énergie a fait le choix, pour le coup, de créer des contenus supplémentaires aux antennes musicales pour atteindre la cible historique, les jeunes, sur l'éditorial. Pour être raccord avec la thématique traitée juste avant, à l'instant, pour le coup, pas de diffusion de ces productions sur les ondes, mais les podcasts profitent de promo antenne. Énergie a conclu un partenariat stratégique avec iHeartMedia. Ça rappelle l'accord entre Prisma et le studio américain Wondery. Des podcasts populaires américains comme Stuff You Should Know sont maintenant disponibles traduits en version française. On peut donc retrouver le podcast qui s'appelle Tout sur Tout, présenté par Braque et Louis de la libre antenne Radio Stream sur Énergie le soir. Sarah Conan, Head of Podcast pour le groupe Énergie, affirme que les podcasts permettent de faire du test and learn, c'est-à-dire tester des talents, tester des formats. Le groupe Énergie adapte également certaines émissions télé en version audio. On peut retrouver Crime, issu de Énergie 12, ou Sous les jupons de l'histoire, c'est une émission diffusée sur Chérie 25 par exemple, sur les plateformes de podcast. On peut noter quand même que c'est pas une initiative vraiment nouvelle, on peut noter que RTL Originals aussi proposait par exemple Capital, extrait du magazine de M6 en podcast. Après, pas spécialement d'indicateur si ça marche vraiment bien, si c'est une opération rentable, mais en tout cas, c'est pas déconnant d'exploiter au maximum comme ça les contenus. À cette session, du côté de 100%, le DG Jacques Iribarren a clairement dit que lui, par contre, il ne voyait pas d'intérêt pour un média local, de créer du contenu qui ne sera pas à l'antenne, parce qu'en fait, tout simplement, le ROI est trop faible. Et enfin, à cette session-là, à cette table ronde-là, on a une info notable que j'ai relevée du côté de RFI pour compenser les coupures régulières des diffusions en hertzien ou via les plateformes de Radio France, notamment au Mali. Les équipes de RFI proposent le direct et les podcasts sur YouTube. Des sites miroirs ou groupes de messagerie Telegram permettent aussi d'assurer un lien constant avec l'audience africaine. Un point sur l'habillage d'un podcast maintenant ? Alors oui, pour cette session-là, il faut savoir que ça s'applique vraiment plutôt aux fictions, aux feuilletons radiophoniques typiques de France Culture, Arte Radio ou autres. J'étais un peu déçu qu'on ne parle pas d'autres formats type talk, des émissions musicales, etc. Parce qu'il y a des particularités, des conseils issus de l'expérience radio qui pourraient être utiles sur les jingles, les sweeps, etc. Bon bref, en gros, il est rappelé ici l'importance d'une vision commune du projet entre journalistes, auteurs et réalisateurs. La réalisatrice Mary Royer affirme avoir parfois eu l'impression que certains cherchent à imposer leurs pattes, notamment sur l'habillage sonore, ce qui crée des frustrations et un résultat finalement décevant pour tous. Elle note cependant un bon retour d'expérience avec Arte Radio. Voilà. Après, contrairement au cinéma où les métiers sont segmentés, la réalisation de podcasts demande généralement une implication à plusieurs niveaux pour une même personne. Théo Boulanger, qui a travaillé pour Canal+, Binge Audio, indique qu'il s'adapte selon les situations et son rôle de réalisateur peut s'inscrire uniquement sur la technique, sur le travail son, le mix, mais aussi parfois avec un travail d'écriture en plus, en collaboration avec les auteurs.
Donc pour Cerno, un podcast qui est assez connu, hein, Cerno, de Julien Cernobori. Donc pour Cerno, donc Théo Boulanger a travaillé pour ce podcast-là. Il a suivi un processus inverse. Théo a créé la musique et cela a donné de l'inspiration à Julien Cernobori pour l'écriture du podcast. On notera aussi l'intervention de David Federman, qui est un ancien de Radio France, qui a bossé aussi pour Boxon. Donc lui, il recommande de produire sa propre signature. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais voilà, il recommande de produire sa propre signature pour donner à son podcast une véritable identité sonore. Et puis pour l'habillage en fond, hein, il privilégie naturellement des banques sons spécialisées. Faut pas s'amuser à prendre des sons, des musiques commerciales. Donc pour les portraits de la BNF, il a utilisé la banque de sons Sésame. Il ajoute que sélectionner dans une banque de sons peut lui prendre plus de temps que créer sa propre production musicale sur mesure, dans le cas où il a une idée précise de l'environnement musical à apporter. Donc voilà, pour les plus musiciens d'entre vous, n'hésitez pas aussi à créer votre propre habillage sonore, c'est son conseil. Et enfin, dernier point, il conseille aussi de ne pas hésiter à enregistrer au sein d'un lieu extérieur pertinent, donc en fonction du récit. Alors ça s'applique plutôt pour les productions et pour les podcasts, on va dire, cités comme immersifs. Naturellement, pour une table ronde, pour un format talk, ça n'a pas trop de sens d'enregistrer à l'extérieur, quoique, au sein d'un salon, par exemple, un salon professionnel, ça peut être pertinent. Mais en tout cas, voilà. Il préconise de plutôt enregistrer dans un environnement spécifique, à l'extérieur, plutôt que rester sans arrêt en studio ou enregistrer par téléphone. Et enfin, pour conclure, on parle beaucoup d'habillage dans cette table ronde-là, mais l'habillage doit respecter le récit, le sublimer, mais l'habillage du podcast passe aussi par l'image, notamment la cover, qui est l'image d'illustration du podcast. C'est le premier contact, le premier point de contact du podcast avec son audience, donc il ne faut pas négliger cette partie image, et donc attention au décalage entre le visuel et l'environnement sonore des productions. Et enfin, Anthony, tu as animé une session là-bas au sujet des NFT. Alors oui, là, je suis vraiment ravi de cette table ronde. C'est un sujet qui est pas évident à traiter. On parle quand même de technologies assez nouvelles, assez émergentes. Et là, j'ai réussi quand même à avoir autour de moi des intervenants qui étaient vraiment de qualité. Je suis vraiment ravi. Alors bon, avant tout, on va un peu de définition. Donc, qu'est-ce qu'un NFT ? Donc, un NFT permet de certifier la propriété numérique qui peut représenter un objet de collection virtuelle, une carte VIP offrant des accès privilégiés, entre autres. Donc, à quoi ça sert ? Les NFT facilitent la création, l'achat et la vente, voire même la revente, d'offres numériques, avec une impossibilité garantie d'effectuer des duplications, des copies. Donc, cette authenticité est vérifiable par une sorte de base de données publique particulière, une blockchain. La rareté et surtout la valeur de ce qu'offre un NFT détermine en grande partie son prix et donc son potentiel économique. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais les NFT, quel usage pour les podcasts ? On a pu avoir un premier retour d'expérience concret avec Damien Douani, qui a été le premier à expérimenter avec Uncut.fm, une solution qui permet de créer facilement une collection de NFT pour monétiser la communauté de son podcast. En fait, il a clairement avoué que son expérimentation était un échec parce que la contrepartie était trop faible. Lui, en fait, il avait lancé des NFT, mais la seule proposition de valeur, c'était que l'argent serait reversé, notamment en soutien à l'Ukraine. Donc, j'ai bien aimé ce type de retour parce que finalement, c'est assez rare les gens qui sortent du spectre de l'autopromo, de l'autosatisfaction. Et là, Damien Douani, il a dit très concrètement pourquoi ça n'avait pas pris autant qu'il l'aurait espéré. Donc là, pour moi, c'était un échange utile pour celles et ceux qui veulent expérimenter avec les NFT comme lui. Après, j'étais aussi ravi d'avoir à mes côtés Laurent Beignet, qui a lancé une collection de 999 NFT pour financer le lancement d'un nouveau journal papier, 20 Mint. Donc voilà, un journal papier dérivé de 20 minutes. Résultat, 200 000 € collectés en 15 heures. Donc on voit que quand un NFT a une utilité, qu'il y a une communauté derrière, qu'il y a une marque forte, comme 20 minutes, pour soutenir des projets nouveaux comme ça, il peut y avoir vraiment une vraie appétence, il peut y avoir des vrais projets concrets. Alors, pour info, un NFT, ça te donnait les 999 NFT. Donc, la proposition de valeur derrière, c'est qu'un NFT donne place au comité éditorial du journal. C'est-à-dire qu'en ayant un NFT, on prend part à l'élaboration, à un
au processus de décision, en tout cas, de création du journal 20 Minutes. Bon, c'est assez expérimental parce que aujourd'hui, cette place au comité éditorial, c'est juste un accès réservé à un salon sur Discord. Mais plus tard, une partie des revenus sera versée vers un fonds qui sera contrôlé par l'ensemble des détenteurs de NFT. Et donc, les contributeurs se sentent ainsi plus impliqués, plus engagés avec le média. Et c'est pour cette raison qu'ils sont prêts à payer davantage que via crowdfunding, Ulule, Patreon ou autres. Donc, certains NFT de 20 Minutes sont disponibles à la revente. Donc, les acheteurs et vendeurs parient sur le succès du média. Donc, voilà, les NFT, c'est une nouvelle forme de crowdfunding, une alternative à Patreon, qui peut être intéressant, notamment pour les podcasts indépendants, mais pourquoi pas aussi pour des plus grands médias, parce que 20 Minutes est quand même un média important. Ils ont quand même utilisé des NFT pour lancer un nouveau projet, un nouveau journal. Sinon, il y en a un qui était assis à la table ronde qui a fait un peu sensation parce qu'il portait un masque de buffle. C'est le DJ Buffalo. Voilà, DJ Buffalo, c'est un DJ qui anime des soirées au sein de clubs, mais de clubs virtuels. Donc voilà, des clubs, des boîtes de nuit dans le métaverse. Donc il mixe parfois depuis les studios de Radio FG. Et puis la particularité, c'est que son set est retransmis dans Decentraland, qui est un métavers en fait. Lui, son modèle économique, c'est qu'il vend des goodies virtuels sous forme de NFT, un chapeau pour son avatar, etc. Donc, il propose également ses productions sous forme de NFT qui donnent des droits d'usage. Donc, c'est une affaire à suivre. Je trouve que le modèle et l'univers qu'il propose sont très intéressants et je ne serais pas étonné que cela se démocratise de plus en plus. Et puis enfin, un petit point sur Fun Radio qui, pour étudier le potentiel de la technologie, a lancé une expérimentation à l'occasion de la Fun Radio Ibiza Experience, donc 10 NFT vendus. Alors les NFT donnaient accès aux concerts, mais aussi à la possibilité d'avoir son nom sur le générique diffusé sur W9. Donc Alix de Goldschmidt, responsable produit innovation du groupe M6, a indiqué que d'autres expérimentations similaires sont en préparation, donc notamment avec des cartes d'artistes. Donc peut-être qu'on aura des sortes de cartes de collection virtuelles sous forme de NFT aux couleurs des stations du groupe M6 ou des chaînes du groupe. Ça à voir, parce que c'est pas forcément qu'en radio. Attendez-vous peut-être à quelque chose du côté de la télé. Et puis Énergie aussi se lance sur le créneau des NFT, spécifiquement avec Nafstar. Vous pouvez regarder nft.energie.fr. Merci Anthony pour ce retour et ces points de vue. Merci à toi et longue vie à Des Ondes Vocast et un plaisir de nous entendre chaque mois, Olivier, avec Julien et Rémi. Vous assurer, ça fait vraiment plaisir et content d'avoir pu faire un petit coucou à la communauté des passionnés de radio. Des Ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et voilà, c'est la fin des Ondes Vocast, épisode de juillet. C'était Olivier Audoux au micro. Faites parler de ce podcast autour de vous pour le faire vivre et on se retrouve le mois prochain pour notre numéro spécial IR Local, c'est le nouveau nom des médias locaux. D'ailleurs, en attendant ce nouvel épisode, vous pouvez réécouter notre entretien avec Julie Terrat de Médiadmétrie il y a quelques mois. Elle nous avait expliqué ce changement de méthodologie. À très vite, salut. Des Ondes Vocast.